Aujourd'hui, on dit des fois que je suis un peu dure, mais je pense que ça m'a beaucoup endurcie parce que l'environnement n'est pas fait pour valoriser la culture, le court-métrage et déceler des talents. J'étais persuadée que ce que je faisais était super et j'ai pas lâché parce qu'en fait, à chaque étape de préparation, de tournage, à chaque étape, à chaque instant, il y avait des obstacles. Ce qui a été difficile, c'est de jamais lâcher. Bonjour et bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Ici, les pros du cinéma vous dévoilent leur façon de travailler. Cinéritage est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous passez par YouTube, pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute! Sophia, bienvenue à l'émission Cinéritage. Merci. Tu es une scénariste et réalisatrice franco-marocaine. Ton dernier court-métrage de fiction, Qu'importe si les bêtes meurent, tourné au Maroc, donc a gagné le Grand Prix du jury au Festival de Sundance, c'était en 2020, mais aussi, donc plus récemment, le César du meilleur court-métrage 2021. Félicitations. Merci. C'est quand même un grand honneur. Donc, tu y étais, tu as assisté à la soirée. Oui, c'est vrai, bon, c'est une soirée très particulière parce que bon, c'était Covid oblige, donc il y avait que les nommés qui étaient présents avec beaucoup d'espace. Et c'est vrai que la soirée a été très critiquée, mais à la fois, je pense que c'était nécessaire parce que vu le contexte et la fermeture des salles de cinéma, c'était évident qu'il fallait adresser un message fort. Tu as vécu un moment, disons, assez exceptionnel. Est-ce que tu t'attendais quand même à remporter cet honneur ou ça a été une surprise? Surprise, en fait, on l'espère forcément. C'est un César, c'est une grande reconnaissance, c'est quelque chose qu'on espère quand on fait des films en carrière. Mais je me disais, bon, bah, si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Et si ça arrive, tant mieux. Et on remonte donc à lorsque tu étais toute petite. Je pense que tu savais déjà que tu voulais être réalisatrice, que c'était important pour toi de faire du cinéma. En fait, c'est vrai, quand j'étais petite, je m'amusais beaucoup avec mes amis. Je pense que de toute façon, tous les enfants, on s'amuse toujours à raconter des histoires. Sauf qu'en fait, mon envie de raconter des histoires, en fait, elle a continué à l'adolescence et puis plus tard. Donc, en fait, c'est un jeu d'enfant qui n'a jamais cessé de s'arrêter. Oui, d'accord. Est-ce que tu avais déjà, très jeune, une caméra en main? Est-ce que tu as commencé à filmer très, très jeune? Oui, j'ai commencé à filmer très très jeune parce que du coup, c'est vrai qu'on voyageait beaucoup. Moi, j'habitais en Chine et donc on voyageait beaucoup dans les autres pays d'Asie. Oui. Et c'est vrai que du coup, tu pars à la rencontre de l'autre, on découvre de nouvelles cultures. Et c'est vrai qu'on avait une petite caméra de voyage que mon père m'avait offerte. Et c'est vrai que du coup, bah, je m'amusais à... En fait, à force de voyager, c'est affreux parce que ça fait un petit peu... à force de visiter les mêmes temples bouddhistes, les mêmes machins, quand tu as 10 ans, ça t'ennuie un petit peu. Donc en fait, moi, finalement, je me réappropriais les lieux que je visitais. Oui. Voilà, je me rappelle encore, c'était magnifique ces ruines-là. Et en fait, pendant que mes parents avaient le guide, ils s'intéressaient à l'histoire, moi, pas du tout. OK. Je m'en l'histoire à moi, je prenais le gamin qui traînait, le Cambodgien qui traînait dans la rue, on faisait un petit film ensemble. Donc, tu vois, j'ai approprié un petit peu les lieux un petit peu connus ou pas connus pour faire des petites histoires sympathiques. D'accord. Donc, c'est vrai que tu as beaucoup voyagé, toute ton enfance. Est-ce que ça a participé, selon toi, un peu à émerveiller ton monde imaginaire? Ouais, je pense que bah, déjà ma mère est française, mon père est marocain, j'ai habité dans plusieurs pays Oui, et j'ai oui. un rapport beaucoup. Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans mes films, c'est de questionner le sens de notre vie et le rapport à une éducation, à des traditions. Parce que c'est vrai qu'à un bout d'un moment, tu te poses la question un peu bête, enfin, c'est naïf de se dire, mais en fait, si j'étais née en Chine ou si j'étais née au Groenland, j'aurais pas été une musulmane avec les normes qui vont avec du Maroc. Donc, en fait, mon idée, du coup, en je suis revenue au Maroc, c'est de prendre du recul par rapport et de re-questionner finalement ces règles-là. Oui. Parce qu'il y a mille façons de vivre, mille façons de croire, mille façons d'aimer. Et du coup, quand tu as des normes ou des règles qui sont qui t'imposent une façon de faire les choses, moi, ça m'a toujours brusqué en fait. Et donc, par la suite, tu as fait quelques écoles de cinéma et j'ai lu justement, tu disais que tu n'as pas forcément trouvé ce que tu recherchais. Alors, ça a piqué ma curiosité. Je suis curieuse. D'abord, il y a beaucoup de jeunes qui se demandent est-ce que ça vaut la peine de faire une école ou pas. Donc, tu es passé par les écoles. Qu'est-ce que tu recherchais en fait d'une école et qu'est-ce que tu n'as pas trouvé? En fait, moi, j'ai fait une école post-bac. Je pense qu'elle était très intéressante, mais d'une certaine manière, moi, ce que je recherchais, c'était d'écrire des histoires, en fait, et de creuser, et d'avoir, comment dirais-je,
j'ai jamais été très technique, donc c'est vrai que on faisait des petits films, etc. Ouais. Mais en fait, je me connaissais pas tellement, en fait, d'une certaine manière. Et puis finalement, on devient spécialiste de rien, parce que c'est quand même assez large, le cinéma. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est plus tard que je me suis découvert, ben voilà, une passion pour en travaillant sur les textes religieux, etc., une passion pour la physique quantique. Et du coup, tu te dis, ben, en fait, en réalité, est-ce que ça aurait été plus intéressant de faire des études qui n'ont rien à voir, mais qui nourrissent un travail, parce que finalement, tout ce que j'ai appris en école de cinéma, je dis ça parce qu'en fait, en réalité, je suis pas sûre que ça m'ait servi. Ok. Donc, parce qu'il compte, je crois, quand tu fais du cinéma, en tout cas moi, de ma petite expérience, c'est plutôt bah, la preuve, la plupart des gens qui étaient avec moi à l'école n'ont pas continué. Donc en fait, c'est plutôt une ténacité et une envie de ne pas lâcher Oui, qui compte. oui. Pas sûr en voulant faire une école de cinéma, mais en fait c'est plus une philosophie, une mentalité à avoir, parce que c'est pas l'école de cinéma qui va faire qu'on va tout réussir. C'est beaucoup plus l'école de la vie, c'est ça? C'est ça, c'est l'école de la vie. Donc c'est là, dans ce sens-là où je dis que ça m'a pas trop apporté, parce que je me dis, tu vois, là, j'aurais fait peut-être une école d'histoire, une licence d'histoire ou de langue ou autre chose, quelque chose qui n'a rien à voir, serait je pense, encore plus nourri presque, tu vois. Oui, oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Donc, finalement, après les écoles, le passage à l'école, on se met forcément à faire ses premiers films, ses premières productions. Et j'ai l'impression que c'est vraiment là, l'école fondamentale se trouve là. C'est vraiment par le biais des expériences. Exactement. Ouais. Est-ce que tu recommandes aux cinéastes de passer justement par le format court-métrage et qu'est-ce que ça t'a apporté, ce format? Ben, du coup, ce qui m'a apporté, bah, du coup, après l'école, il a bien fallu commencer à travailler. Et donc, je travaillais à côté, je faisais des petits stages, je faisais de la régie, etc. OK. Et j'ai commencé à faire des courts-métrages. Et du coup, j'ai quand même fait pas mal de courts-métrages. Et en faisant des courts-métrages, quand on est jeune, justement, on sort de l'école de cinéma, on se connaît pas vraiment, en fait. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui sont fans d'un réalisateur, donc ils vont copier un style. Et je pense que le court-métrage, pour en avoir fait pendant presque 10 ans, pas chaque année, mais je veux dire, Régulièrement. bah, en fait, on apprend à se connaître dans un Oui. format qui est quand même assez court. On apprend en faisant, on apprend des nouvelles techniques. Voilà, moi j'ai travaillé avec des acteurs professionnels, puis des acteurs non professionnels, j'ai fait des documentaires. Donc du coup, ça m'a permis de savoir, ok, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie d'essayer, ce que. Du coup, je pense que Qu'importe si les bêtes meurent, c'est le résultat en fait de. J'aurais jamais réussi, j'aurais jamais fait Qu'importe si les bêtes meurent si j'avais pas eu si j'ai pas fait des courts-métrages un peu nuls avant, dans le sens où finalement en faisant des courts-métrages, on se autofinançait ou sans argent, on se confronte Ouais. à l'échec et on se confronte à ce qui nous plaît, donc c'est ça qui compte. On raffine un peu sa façon de travailler. Un peu un métier d'artisan, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire les grandes lignes de ton film? Alors, Qu'importe si les bêtes meurent, c'est l'histoire d'un berger qui s'appelle Abdella, qui habite avec son père dans les hautes montagnes de l'Atlas et qui, pour nourrir ses bêtes qui sont un peu mourantes, va devoir s'approvisionner à un village commerçant à plus d'un jour de marche. Et quand il arrive dans ce village-là, le village est totalement désert, tous les habitants sont partis. Le matin même, à cause d'un événement qui a bouleversé tous les croyants, un événement qui à échelle internationale, on va dire. Ouais. J'ai vraiment adoré ton film, là. Donc, c'est un film qui mêle le réalisme et le fantastique. Et je pense que dès le départ, à partir même du scénario, tu es une cinéaste qui détaille, une scénariste qui détaille beaucoup ton univers visuel. Est-ce que tu as l'impression que tu en mets même plus que ce qu'on exige habituellement? Est-ce que c'est une étape qui est importante pour toi? Ouais. L'étape, moi, je suis très scénario, en fait. OK. Très, très scénario parce que, en fait, je mets du temps à écrire. C'est quand même très précis et c'est tout de suite très visuel, même c'est très monté. C'est-à-dire que le montage est quasiment presque ce que j'avais déjà écrit. OK. Je sais pas trop pourquoi, mais je me dis que au moins c'est réfléchi. Je veux dire, c'est quelque chose qui réfléchit et du coup sur le tournage, je laisse place plutôt à d'autres choses que je suis plus ouverte à tenter de nouvelles choses parce que finalement je connais tellement bien mon scénario et c'est tellement précis au niveau des crépuscules, des couleurs, de la décoration, du jeu d'acteur. Enfin, tout est tellement précis que du coup, je suis ouverte à de nouvelles propositions parce que je connais mon texte. Parce que tu ne cherches plus le film à ce moment-là, c'est ça, c'est tellement bien précis dès le départ. Donc, c'est une étape que tu aimes beaucoup, la scénarisation. Quand tu dis que tu prends ton temps, justement, est-ce que c'est parce que tu t'accordes cette période de réflexion
en amont et que tu écris par la suite? Ou parle-moi, si tu peux, un peu de Ouais. ta technique de travail. En fait, souvent, les idées de mes films, elles me hantent pendant très très longtemps, avant que je les mette à l'écrit. C'est marrant, j'avais entendu une fois un consultant qui a dit que le métier de scénariste, c'était pas que quand on écrivait sur son ordinateur, c'était aussi quand on était sous la douche, quand on marche dans la rue, etc. Et le moment où tu écris, c'est le moment où finalement tes idées ont pris forme et tu es capable d'aligner une phrase. Du coup, c'est un peu ça, moi, ce temps de maturation peut prendre vraiment longtemps. Sur qu'importe si les meurt, ça a quand même pris peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. J'avais fait un voyage au Brésil où j'avais découvert un village qui s'intéressait aux aliens. Donc c'est là où j'ai eu ma première découverte avec la figure de l'alien, les mondes extraterrestres, les mondes parallèles. Enfin, tu vois, tout un monde, un univers que finalement avant ça ne m'intéressait pas, mais là ça m'a interpellée. Puis j'ai fait un voyage un peu presque mystique au Groenland, donc c'est vrai que et ça c'était en 2013, donc ça prend du temps, mais après l'écriture du scénario en lui-même a pris 1 an. Ah oui, quand même. Moi, je vais écrire pendant une semaine, puis je vais lâcher pendant 3 mois. Ça me permet en fait, de prendre du recul sur l'écriture et voilà. C'est intéressant ta démarche. Est-ce que parfois il y a des réalisateurs qui se découragent en cours d'écriture? Est-ce que c'est parce que peut-être qu'ils se pressent trop à écrire et parce que de laisser reposer leur scénario comme tu fais, ça peut être positif au niveau de la réflexion et de laisser émerger des nouvelles idées? Je sais pas trop en fait. C'est vrai que moi j'ai pas mal de copains réalisateurs qui se stressent beaucoup sur leur planning, à dire bah oui, moi il faut que j'écrive tous les jours, tous les jours, tous les jours, presque des horaires de bureau en écriture. Et moi j'ai un côté assez décomplexé par rapport à la productivité de scénariste. Bah, des fois je peux ne pas écrire de la semaine. C'est pas que je travaille pas, je fais d'autres choses évidemment, je lis des livres, mais je suis pas devant mon ordinateur à me forcer à écrire quoi. Et donc tu vas pas t'en vouloir là, si tu écris pas pendant une semaine. C'est vrai que j'ai des copains qui s'en veulent, qui disent ah j'ai pas écrit, j'ai pas écrit. En fait non, je veux dire, en fait j'ai l'impression qu'on est complexé parce qu'on a un rapport au travail quand tu vois finalement dans la société les gens se réveillent, vont au bureau et puis rentrent chez eux et donc du coup le fait que nous on n'ait pas ce mode de vie là, bah, des fois c'est un conflit intérieur un peu profond malgré tout, hein, même si, donc on a une espèce de conflit intérieur, donc on se dit qu'on ne travaille que si on est sur son ordinateur et du coup c'est pas tout à fait vrai en fait, j'ai l'impression. C'est vrai, mais tu as raison, effectivement, de laisser mûrir les idées aussi en tête, ça fait partie justement, on y revient à une sorte d'écriture aussi. On va passer au niveau du casting, donc tu n'as pas fait de casting pour ton court-métrage. J'ai pas fait de casting parce qu'en fait j'ai fait une rencontre en fait. C'est vrai que comme je disais, j'ai fait du documentaire avant, donc ce que j'ai aimé en fait, comme j'avais fait des courts-métrages avant où j'avais une expérience de tournage qui m'avait un peu traumatisée, où en fait, t'es réalisateur, tu te rends compte que les techniciens, ils ont fait plein de tournages, ils en font, je sais pas moi, 30 par an ou 20, enfin, je sais pas, énormément de tournages, quoi. Les acteurs, oui, s'enchaînent, et puis toi, tu passes 1 ou 2 ans à écrire ton scénario avec lever les financements, et du coup, t'as pas cette expérience de tournage qu'ont les autres personnes. Et du coup, moi, je me rappelle, avant qu'importe, j'étais un peu gênée par rapport à ça, parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je sois la bonne réalisatrice, que du coup, j'allais être forcément et donc, du coup, je faisais les choses un peu dans les règles. Et c'est vrai que du coup, ça m'avait un peu bridée. Et du coup finalement, l'expérience de tournage était désagréable au final. Elle était vraiment pas agréable. Et là, moi, je me dis, en fait, non, j'ai pas envie, je veux dire, j'adore l'écriture et le tournage, je veux que ce soit un moment agréable. Et en documentaire, c'était un moment agréable parce que, en fait, tu faisais une rencontre avec une personne réelle, en fait, donc il y avait un partage. Je trouvais ça génial. Je me disais, mais en fait, on fait du cinéma parce qu'on aime l'humain, mais au final, on se retrouve sur des tournages à gueuler sur tout le monde, que les gens s'énervent parce que leur petit-déj n'est pas servi ou que le café est mal machin. Et du coup, j'avais un espèce de truc de déconnecter par rapport à ce que j'avais envie de raconter dans mes films, en fait. On fait des films, à la fois, on a un rapport totalitaire sur un plateau. Et du coup, j'avais envie de faire un truc un truc un peu documentaire, où les acteurs, finalement, amenaient d'eux-mêmes dans la vie. Et c'est pas qu'ils amenaient d'eux-mêmes, c'est qu'en fait, ils étaient les personnages, en fait. Donc on parle de villageois. Ça s'est trop bien passé, c'était génial. Et mes acteurs, du coup, c'était hyper émouvant de travailler avec eux. Donc, est-ce que tu savais dès le départ que tu ne voulais pas nécessairement travailler avec des acteurs professionnels? Est-ce que tu t'étais dit, je veux vraiment prendre cette chance, vivre cette expérience de diriger des non-acteurs, finalement? Ouais, j'avais envie de... OK.
Ouais, j'avais. OK. Qu'est-ce que tu recherchais dans ce rapport? Parce qu'il y a des réalisateurs, ça les insécurise un petit peu parce qu'ils se disent: «Je vais travailler avec des professionnels, ils vont, Ouais. m'apporter exactement ce que je veux». C'est risqué, évidemment, de jouer avec des non professionnels, mais on va chercher autre chose. Ouais, bah, moi, j'ai pas trouvé ça risqué parce que l'un dans l'autre, je trouve que mes acteurs, ils jouent non professionnels jouent très bien et en fait, ce qu'on recherche, c'est je pense qu'ils m'ont fait confiance à 100 et puis, en fait, toute la technique était très différente parce qu'ils avaient jamais lu le scénario donc en fait, Ça, c'est particulier aussi. ouais, Ah tu oui. as lu le scénario Oui, oui. parce que, bah, justement, en fait, je me suis dit: «OK, j'ai des acteurs non professionnels» et dans certains films que j'ai regardés pour préparer le film, je trouvais que les acteurs professionnels non professionnels pouvaient paraître un peu faux parfois. Du coup, je me suis dit: «OK, dans quelle mesure moi je» et du coup, j'avais lu un petit peu sur des techniques, voilà, de Godard, les frères Dardenne qui travaillent pas mal avec des acteurs non professionnels et j'avais lu et c'est vrai que, moi qui suis pas très scolaire, je me dis: «Bah, c'est vrai que l'outil du scénario, bah, même si j'ai un scénario très écrit, j'ai pris 1 an à l'écrire, bah, finalement, j'ai pas envie de le remettre à des acteurs non professionnels parce que, j'ai peur que ça les brime». Parce que tu vois, Ah nous, il oui. suffit qu'on ait un speech, demain, que moi je vais mettre à répéter mon speech, toute la soirée, je vais en imaginer. Donc du coup, je me dis: «Bah, tiens, je vais pas leur passer le scénario comme ça va pas les stresser, les enfermer. Ils vont jouer et puis moi je suis là parce Oui. que je connais mon scénario, il y a la script qui connaît le scénario et on sera là pour les diriger» et c'est Donc tu leur racontes finalement les grandes lignes de l'histoire. Comment tu procèdes au niveau des dialogues? Est-ce que tu veux qu'ils soient quand même collés au dialogue que tu as écrit? et ben, en fait, c'est marrant parce que j'étais pas stressée par rapport à ça. Il y avait évidemment des mots-clés très, très importants, et ça, je leur disais. Après, c'est comme un jeu, je disais: «Bah, toi, tu dois dire ça à ça et ça, tu dois dire ça à ça» et au fait, ça passait et ce qui est très, très drôle, c'est qu'en fait, ils ont dit exactement ce qu'il y a dans le scénario, à des mots assez différents, mais ils ont Oui. dit et sans que, je pense que comme j'étais prête à lâcher sur, l'exactitude du texte, à part sur certains points importants, mais j'étais prête Oui. à lâcher. Moi, ce qui compte, c'est qu'eux le disent bien et qu'ils paraissent justes. Ben, au final, à force de répéter et qu'ils comprennent le sens de la scène, en réalité, ils ont dit exactement, exactement, exactement les mêmes choses. Je pense que ça, c'est parce qu'en fait, c'est une relation de confiance et qu'en réalité, ils ont senti que j'étais pas derrière eux à leur dire t'as pas dit le mot j'ai mangé. Donc, tu vois, donc, au final, ils l'ont dit par eux-mêmes, tu vois. Même que ça oui, donc c'est ce côté très naturel, cette espèce d'authenticité que tu vas chercher, chez les gens. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que c'est une autre façon de travailler et évidemment, tu avais besoin d'un d'un village désertique. Oui. Donc je suppose que tu as vécu tout un challenge là, Ouais. comment tu as fait justement pour vider le village? Ben écoute, on a tourné très très tôt et on a eu des problèmes parce que la lumière, si tu tournes très très tôt, il fait nuit, enfin il fait sombre enfin problème de raccord, enfin bref. Donc en fait, on a tourné tôt, mais à la fois, on n'avait pas trop le temps de trop aller lentement, donc il fallait aller très vite pour bloquer le village. Toi, tu es à côté de la caméra et tu as tout le village, derrière toi, quoi. C'était sur certains plans, c'est vrai que OK. oui, ça c'était assez fascinant par rapport à ça parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on tournait, moi je me rendais pas compte parce que j'avais le village vide devant moi et puis, Ouais. bah, au bout d'un moment, tu te retournes et tu vois les gens, en fait, qui sont derrière à t'observer, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'était très drôle, ce contraste Ouais. justement entre la rue vide et les gens derrière, qui regardaient, en fait. C'est très, très drôle. C'est particulier Ouais, et ouais. j'imagine sûrement qu'il devait parler, il devait faire du bruit. En post-prod, ben, ça Ouais. donne quelques défis. Ouais, ouais, ouais. On a bien travaillé le son en post-prod, vraiment. Est-ce que tu considères que ça a été un tournage difficile à certains niveaux et est-ce que ça t'est arrivé, je sais pas, en cours de processus de te sentir un peu, finalement découragé ou te demander: «Est-ce que je vais aboutir, au film? Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout?» En fait, c'était un tournage, compliqué. En fait, je pense que c'était vraiment un tournage très compliqué pour plusieurs, choses. C'est qu'en fait, d'une part, bah, c'était moi qui le produisais au Maroc, donc je faisais la prod d'exé. Donc il a fallu gérer, en plus de la dimension artistique de réalisatrice, le côté productrice sur place et cetera. Donc ça, c'était très compliqué à gérer. Je signais des chèques à 3 heures du matin, entre 2 prises, c'était vraiment pas facile à gérer. Tu portais beaucoup de chapeaux, c'est ça, sur le tournage? Je portais beaucoup de chapeaux, ouais. Et c'est vrai qu'aussi, au Maroc, il y a pas l'habitude de faire des courts-métrages. Il y a beaucoup l'habitude de tournages américains qui viennent, donc les équipes, elles sont très compétentes, mais à la fois, elles sont pas habituées à faire des films pas trop chers, mais ambitieux. Oui. Et puis je pense qu'aussi, il y a un côté très misogyne. Je suis pas dans la victimisation de ça, mais je pense le fait d'être une jeune femme, aujourd'hui, voilà, j'ai gagné Sundance, j'ai les Césars, donc c'est totalement mon rapport va être totalement différent. Ouais, OK. Une jeune nana qui a un court métrage, donc c'est quelque chose
qui n'est pas non plus qui est une économie qui fait gagner de l'argent, bah, personne ne croit en toi, en fait. Et je pense que aujourd'hui, on dit des fois que je suis un peu dure, mais je pense que ça m'a beaucoup endurcie parce que l'environnement n'est pas fait pour valoriser la culture, le court-métrage et déceler des talents. J'étais persuadée que ce que je faisais était super et j'ai pas lâché parce qu'en fait, à chaque étape de préparation, de tournage, à chaque étape, à chaque instant, il y avait des obstacles. C'est-à-dire, il manquait du matériel, j'avais pas le matériel qu'il fallait exactement, la décoration, à la fin, c'est quasiment moi et mon chef opérateur qui le faisions. C'était vraiment compliqué, en fait, parce qu'il y a une notion d'une jeune réalisatrice. On se dit, ah, c'est bon, tu sais quoi, ce que tu voulais, t'as qu'à changer avec ça, quoi. Tu voulais une Ferrari, c'est pas grave, prends une Clio, ça va être pareil. Non. Donc, en fait, à chaque fois, on te demande de faire des compromis à la baisse, mais en fait, ce qui a été difficile, c'est de jamais lâcher. Et je pense que j'ai eu de la chance pour le coup, malgré tout, d'avoir dans l'équipe des personnes qui étaient vraiment alliées pour le coup. Oui, ça c'était fondamental. Ouais, j'avais une équipe qui était incroyable. Ouais. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Du coup, la régie, le mec qui faisait la régie, c'était un homme à peu près de 50 ans qui adorait dormir dans son camion. Je le dis, c'est la première fois que je le dis vraiment dans un interview parce que c'est la réalité en fait. Et ce qui se passait, c'est que en fait, ils s'en foutaient de la régie. Nous, on dormait on se passait des nuits blanches, on n'avait pas un café, pas un thé. C'est mes acteurs qui bossaient, il n'y avait rien du tout. En fait, le mec, il s'en foutait. Il s'en foutait parce que c'était le film d'une meuf qui était une petite meuf de 27 piges. Il en avait rien à faire. Donc, en fait, on crevait de froid et du coup, c'était moi, la réelle prod, qui du coup, pour mes acteurs, je me déplaçais pour leur faire des cafés. Enfin, je veux dire, en fait, c'est juste, je suis pas dans un rapport, oui, il y a quelqu'un doit nous faire des cafés. C'est juste qu'en fait, quand on est fatigué, quand on bosse 16 heures dans la journée, en fait, s'il y a des métiers comme la régie, des tables cantines, etc., c'est des choses qui sont là pour nous faciliter le travail, qu'on puisse ne pas penser à ça. Et en fait, là, on était tout le temps en train de penser à l'organisation, à la logistique, à l'argent, à l'organisation, en plus de l'artistique. Donc, c'est pour ça qu'on parlait du scénario. Ouais. Je pense que aussi, le scénario était tellement précis que du coup, on a pu, enfin, je veux dire, une espèce de truc où on a nos problèmes de logistique, d'argent, de trucs d'organisation ne nous a pas déstabilisés. Oui, je comprends. OK. Ah oui, c'est quand même, c'est une sacrée expérience. As-tu l'impression que, je sais pas, est-ce que tu t'es déjà demandé si tu avais tourné ce film dans un autre pays ou si ce film avait été, je sais pas, simplement une production française, ou est-ce que tu aurais vécu ces mêmes difficultés parce que on parle, tu sais, d'une jeune femme qui débute, qui fait un court-métrage. As-tu l'impression que ça se passe partout comme ça? La misogynie, il y en a partout, c'est certain. Mais pour avoir fait des films à l'étranger, il y a une bienveillance malgré tout, il y a un respect du réalisateur et sa vision, il y a un respect du court-métrage. Les gens font des courts-métrages pas pour l'argent, mais parce qu'ils ont envie de faire des films. Ici, ils en ont rien à faire. Et après, cela dit, je suis très heureuse d'avoir eu cette expérience-là, parce que comme je vous ai dit, je pense qu'elle renforce. Et puis surtout, d'en parler comme ça avec vous, c'est aussi de se dire que peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui viennent de pays comme le Maroc ou pas, et qui seront... il ne faut pas se décourager en fait. Je pense que c'est ça la chose. La clé finalement de la réussite, c'est bon, évidemment d'avoir un bon projet, ça aide, mais c'est vraiment au niveau de la ténacité. J'ai l'impression que c'est vraiment la valeur fondamentale là, chez un artiste, et tous ceux que j'ai interviewés d'ailleurs. Tu sais, j'essaie à travers l'émission de faire une sorte d'étude en essayant de comprendre qu'est-ce qui fait que tel réalisateur a réussi et tel autre que je connais personnellement qui est très talentueux, mais qui n'a pas réussi à avoir le financement, ou une fois sur 10. Qu'est-ce qui fait cette différence? Je ne sais pas, parce que je ne sais même pas si moi j'ai réussi. J'ai fait un court-métrage, j'ai de la chance qu'il ait marché, mais après... c'est un bon départ, en tout cas. En tout cas, a marché. Et si ce film a marché, c'est parce que oui, je n'ai pas lâché, c'est sûr. C'est ça. Donc, parce que des difficultés, j'ai l'impression qu'il y en a dans vraiment chaque tournage. Il y en a des plus relativement faciles parce qu'il y a des bonnes conditions, mais j'ai l'impression qu'il y a nécessairement des difficultés, puis il faut être prêt aussi à en fait, il y a deux choses, parce qu'en fait, parce que moi, je vois aussi pas mal de gens qui ont beaucoup d'ego. Et en fait, il y a un espèce de truc où il faut à la fois avoir confiance en soi, une confiance absolue, mais à la fois ne pas avoir d'ego. Parce que l'ego, c'est négatif, c'est pas une valeur positive. Et c'est pas avec ego que quand on fait un film, on collabore avec des gens, il faut être humble, il faut être à l'écoute des membres de notre équipe, à l'écoute aussi des critiques sur son travail, parce que
parce que c'est bien la critique aussi pour avancer. Donc, il faut avoir confiance en ce que tu veux raconter, mais à la fois être suffisamment flexible et ouverte pour écouter les autres et avancer. Oui, effectivement. Et je sais que tu travailles sur des très, très beaux projets en ce moment. Tu participes à la fondation d'un collectif d'auteurs marocains qui chercherait finalement un peu à bousculer les codes. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ce projet? Alors, on est 4 réalisateurs. En fait, nous, on se reconnaît pas trop dans un cinéma dit arabe actuellement. On a des envies différentes. OK. Et moi, voilà, j'ai un certain maintenant cinéma, j'ai envie de faire ce cinéma-là qui mélange des genres, qui est un peu poétique mais mystique aussi. Et en fait, voilà, Allah lui fait des comédies un peu à la Tati, mais au Maroc. En fait, et puis Yasmine, elle a envie de faire du Tarantino au Maroc. Donc en fait, c'est l'idée de se dire que voilà, on a des envies de films qui sont pas du cinéma. Qu'on a forcément l'habitude de voir dans les pays arabes, où on est renvoyé des fois à ça, parce que des fois, nous, moi, mon film au début, ben, en fait, on se disait, bon, franchement, un film de science-fiction au Maroc poétique, qu'est-ce que tu racontes? Alors qu'en fait, les Asiatiques, ils font ça très bien, partout dans le monde. Pourquoi nous, au Maroc, on doit toujours faire des drames sociaux hyper réalistes? J'aime beaucoup ce cinéma-là. J'ai une copine qui réalise des super films, mais je veux dire, on peut avoir une diversité dans le cinéma. Et donc, nous, ce qu'on recherche, c'est finalement de montrer que le cinéma arabe, il peut aussi être extrêmement divers. Absolument. En tout cas, chapeau, là. Je trouve cette initiative extraordinaire. Et oui, ça vaut la peine. À un moment donné, il faut bousculer un petit peu ce sur quoi la société se repose, là. Il faut pas avoir peur de questionner puis oser le changement. Donc, moi, en tout cas, je vous encourage beaucoup, hein. Et je pense qu'un autre pas important aussi à franchir au Maroc, parce que je me suis beaucoup intéressée à la situation des salles de cinéma, donc le cinéma, les salles traditionnelles à travers le monde. Et bien sûr, le Maroc retenait mon attention parce que c'est très difficile. D'abord, les billets coûtent très, très cher là-bas, hein. Le cinéma est pas accessible à tout le monde. Mais je pense que vous-même, c'est la diffusion du cinéma national, c'est difficile Oui. encore aujourd'hui, non? C'est vrai qu'on a du mal à avoir des réponses ou d'avoir de la communication par rapport au cinéma au Maroc. On a peu d'informations. Après, moi, je regrette parce qu'il y a des salles de cinéma magnifiques qui datent du début du siècle. Des très belles salles qui sont totalement à Oui, l'abandon. oui. Alors, ce qui est génial au Maroc, c'est que du coup, il y a une Ouais. loi qui interdit la destruction de ces bâtiments-là. Donc ça, c'est super. Donc, en fait, en pleine ville, on a des bâtiments en ruine qui sont des salles de cinéma, mais qui sont magnifiques. Mais à la fois, il n'y a pas une volonté de réhabilitation de ces lieux-là pour que finalement, ces salles de cinéma puissent devenir populaires par des subventions pour que finalement, le cinéma ne puisse rien coûter. Mais du coup, en fait, il y a des salles de cinéma qui sont des complexes, voilà, Mégarama, des grosses, il y a Pathé qui va s'installer. Et ça coûte, ça coûte cher par rapport au salaire moyen. Quand on voit que le salaire c'est de 2500 dirhams au Maroc et que le ticket de cinéma est à 70 dirhams, c'est quand même cher. Enfin, je veux dire, du coup, l'accès à la culture, il est plutôt fait à une élite. Et du coup, voilà, donc c'est compliqué. Oui. Et en terminant, Sophia, tu travailles certainement sur un projet de long métrage, là. Comment ça avance? Là, on est en financement de mon projet de premier long métrage, qui n'est pas tout à fait l'adaptation, mais qui est le prolongement des questions explorées dans le court métrage. Et c'est voilà une femme, un personnage féminin qui est enceinte au dernier degré, qui côtoie la nouvelle bourgeoisie marocaine. Moi, j'avais aussi envie d'interroger finalement le rapport à la religion, mais dans une manière, dans la consommation de la religion. Et quel conseil est-ce que tu peux nous léguer en terminant? Donc, à Cinéritage, je demande toujours qu'on nous lègue le conseil, peut-être pour des jeunes cinéastes qui trouvent le métier difficile ou qui se demandent comment percer dans ce métier. Qu'est-ce que tu peux leur suggérer pour ne pas abandonner? En fait, je pense que moi, j'ai jamais considéré l'échec comme une option. OK. J'ai eu beaucoup d'échecs, mais je les considère pas comme des échecs, je les considère comme des leçons. Donc, en fait, de tourner toujours un peu à la positive, de dire, il n'y a pas d'autre solution, tu vas réussir. Et puis finalement, quand tu as des mauvaises nouvelles, voilà, des rejets, tu vois, même là, hier, pour le financement de mon long métrage, alors que voilà, j'ai reçu un rejet. Bon, en fait, ça rentre et ça sort. Bon, je focus sur l'objectif et les rejets, les critiques, il faut les écouter quand elles sont constructives, mais voilà, l'échec n'est pas une option. C'est vraiment une belle façon d'entrevoir les choses. C'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup finalement avec l'échec aussi. Oui. C'est vrai. Il se trouve un certain apprentissage derrière l'échec. Il faut pas mal le prendre, déprimer, c'est des choses qui arrivent tout le temps quand tu entreprends, c'est prendre le risque aussi de l'échec et c'est se dire que finalement tout est une leçon. Et il y a
toujours une leçon derrière chaque expérience de la vie, derrière une rupture amoureuse, derrière tout, il y a toujours une leçon qu'on apprend. Donc ça sert à rien de... Voilà. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.